Voilà, merci. Bonjour à tous et à tous. Donc, je suis expert de rien, puisque ça a été dit par le docteur Segui, il y a des experts, et donc je suis vraiment expert de rien. Je m'intéresse à un sujet qui est un sujet extrêmement complexe, vous allez voir, qui est, peut-être vous en entendez parler, plus dans les médias. L'idée, c'est de voir en quoi des traitements complémentaires vont avoir des effets bénéfiques en prévention et potentiellement une fois qu'il y a les traitements, donc pendant les traitements et après les traitements du cancer de la prostate. Donc, je travaille à l'Université de Montpellier, donc je suis professeur à l'Université de Montpellier. Je travaille également à l'Institut du cancer de Montpellier, donc l'Institut du cancer de Montpellier, sur lequel il y a un service de soins de support qui est en train de se mettre en place, en complément de la chirurgie, en complément de l'oncologie, en complément de la radiothérapie. C'est difficile de voir tout le monde derrière le vidéoprojecteur. Et surtout, l'élément important, je viens ici aussi parce que l'État, parce que l'Europe, parce que la métropole de Montpellier, la région, nous a donné des financements pour tenter de comprendre ce qui est en train d'arriver dans une médecine qui se dit un peu complémentaire, alternative, etc. Et on a organisé au ministère de la Santé récemment un machin qui s'appelle, ici vous voyez, les médecines alternatives et complémentaires, le pour, le contre. En gros, contrairement à ce que le docteur Segui a dit tout à l'heure, sur lequel les procédures et les autorités de santé est extrêmement claires sur les décisions à prendre sur le cancer de la prostate, eh bien, dans mon monde, c'est un monde totalement aujourd'hui confus de croyances, de dérives dans tous les sens. Donc, vous avez sûrement une question à m'adresser à la fin et vous verrez que je ne suis pas expert de toutes les questions que vous allez me poser, tellement les questions sont complexes. Donc, on va essayer de faire un petit tour rapide en disant que le cancer et les causes de cancer, donc les facteurs de risque, non pas les causes directes, mais en tout cas les risques de cancer, sont évidemment relativement bien connus aujourd'hui. Le tabac, l'alcool, l'alimentation déséquilibrée, le surpoids, certaines infections, des expositions professionnelles. Mais on voit à quel point, si on faisait le tour des facteurs de risque, donc des causes qui provoquent un cancer, ça s'appelle des comportements délétères. Donc des comportements. Pas du tout le gène, c'est vrai qu'il y a des cancers génétiques, mais la proportion de cancers dus à nos comportements sont plus importants que uniquement des questions purement génétiques, à cause de l'épigénétique. Je serai très court, mais en tout cas, il y a beaucoup d'éléments qui disent aujourd'hui que l'Institut national du cancer dit on pourrait éviter un certain nombre de cancers, mais l'élément aussi important, c'est une fois qu'on a identifier un cancer et une fois qu'on l'a traité, l'élément important, c'est une fois qu'on l'a traité, il y a potentiellement des chances d'éviter une nouvelle avancée du cancer ou de nouveaux cancers avec des comportements qui vont être plus favorables. Et donc, c'est tout l'enjeu. Mais lorsqu'on a dit ça, d'accord, vous êtes tous convaincus que l'activité physique, c'est bon pour la santé, et notamment quand on a un cancer, et peut-être que votre urologue, ou peut-être que le spécialiste, l'oncologue, etc., vous ont dit il faut absolument faire de l'activité physique. Et voici un exemple de tous, on est tous homo sapiens sapiens. Ici, c'est la gare de Lyon-Part-Dieu, peut-être que vous avez eu l'occasion d'y passer, vous êtes en dessous et vous montez au quai. Et donc, montez au quai, tout homo sapiens sapiens français peut-être, hein, mais je l'ai vu aux États-Unis, je l'ai vu un peu partout, choisit l'escalator roulant, reste évidemment comme ça, à pas bouger. Bon, évidemment, il va trouver une excuse. Il faisait froid, il y avait peut-être une valise à porter. Enfin, il y a beaucoup d'excuses. Et vous voyez, l'escalier derrière, personne sur l'escalier et encore moins sur l'accès, vous voyez, la pente douce pour monter au quai. On a un vrai problème on sait potentiellement qu'il y a des choses à faire, y compris lorsqu'on a un cancer, mais la réalité, c'est qu'on ne le fait pas. Et donc, tout ce contraste entre je sais, mais je ne fais pas, conduit à des problèmes majeurs. Et le problème majeur, lorsqu'on diagnostique un cancer, c'est que si on se reporte il y a très, très, très longtemps, notre corps est fait, quel que soit notre âge, pour marcher, courir, sauter entre 25 et 35 km par jour. On est fait pour ça. Et jusqu'à à peine 200 ans, on continuait à fonctionner, hein, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents étaient encore autour de 20 à 25 km par jour. Et nous sommes passés rapidement, vous imaginez, de 200 000 ans jusqu'à à peine 50 ans,
a une dépense énergétique entre 3 et 5 km par jour. Et le pire du pire du pire, c'est que quand on a un diagnostic spécifique, par exemple sur un cancer, le fait d'avoir ce diagnostic est un choc important et amène à ce que lorsqu'on évalue les patients, au cours des traitements ou après les traitements, la dépense énergétique, donc la dose, la dépense énergétique d'activité physique, vous voyez, elle est réduite à 1 km par jour. Donc la sédentarité est très très importante, mais pas forcément uniquement à cause du patient, c'est aussi le proche qui va dire « Non, 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 laisse, le pain, je vais aller le chercher pour toi. Non, non, mais laisse, non, ne prends pas la voiture, c'est bon, je vais le faire. » Et en fait, il y a une extrême sédentarité de par la perception qu'a le patient, mais le fait de dire que finalement, quand il se rappelle un peu lorsqu'il était malade, par exemple une grippe, l'assurance maladie a dit « Lorsqu'on a une grippe, il faut se reposer. » Et effectivement, c'est un réflexe normal. Mais pour un cancer, plus on se repose, plus potentiellement on va augmenter les risques d'un nouveau cancer. Donc toute l'idée, c'est effectivement de changer un peu les perceptions qu'a le patient, mais également l'entourage qui le surprotège potentiellement, mais aussi la vie de certains médecins qui disent « Attention, il faut vous reposer ». Ce n'est pas évidemment à beau soleil que ça se passe, mais en tout cas, il y a plein de solutions à mettre en œuvre à côté pour amener à une activité physique plus importante et éviter ce qu'on appelle le cercle vicieux du déconditionnement. Pour le faire très très court, moins je bouge, plus mon muscle fond. Et plus mon muscle fond, plus il est fatigable. Donc plus il est fatigable, plus je suis fatigué. Et plus je me sens fatigué, et moins j'ai envie de bouger. Et moins j'ai envie de bouger, moins je me sens compétent à bouger. Et plus j'ai peur de bouger parce que j'ai l'impression que l'escalier que je faisais traditionnellement, bah finalement je vais appuyer sur le bouton de l'ascenseur. Et donc ce cercle vicieux du déconditionnement amène, si vous voulez, pour le faire très très schématique, à ce qu'un cancer qui était peut-être présent, traité et éventuellement guéri peut amener à une récidive plus importante. Donc, se traiter la tumeur par des traitements, c'est absolument indispensable, mais fabriquer un terreau qui évite un nouveau cancer est un élément tout à fait essentiel. Et donc, cette littérature qui était intuitive amène à ce qu'aujourd'hui, il y a des propositions. Et vous avez des imbéciles de cette nature-là, je suis désolé, il est très grand entraîneur de champion olympique, de machin, etc. Ils vous disent, bah, moi, c'est un entraîneur de natation, hein, si vous voyez le cercle des nageurs de Marseille, en disant, bah, vous êtes malade, vous en faites pas, je vais vous prendre en main, vous allez dans une piscine, vous allez voir les gars, vous allez faire... C'est complètement aberrant, c'est une version sportive d'une activité physique qui ne correspond pas du tout à la santé. Et donc, toutes ces approches-là, les patients viennent nous voir en disant à la fin, mais écoutez, mais ça ne va pas, je suis allé voir ce genre d'entraîneur, et ils me disent, oui, il faut que je me bouge, etc., etc. Ce n'est pas la bonne formule. Ce n'est pas une compétition. On va parler de programme d'activité physique adapté, favorable à la santé, et donc la question va être, oui, mais quel cancer, quelle dose d'activité physique, et quel programme est véritablement adapté à moi, en fonction de mon âge, en fonction de mon contexte de vie, etc. Et donc, il y a toutes ces questions qui doivent être posées pour qu'effectivement, il y ait un bénéfice santé significatif. Et tous les médecins qui vont dire « vous avez qu'à juste bouger plus », la réponse est non, bouger plus ne suffit plus aujourd'hui. Vous allez voir, il y a des programmes d'activité physique adaptée qui vont prévenir un certain nombre de récidives de cancer. Et comme ça a été très bien montré tout à l'heure par le docteur Segui, de la même façon, dans notre domaine, il y a de plus en plus d'études cliniques rigoureuses, c'est un élément extrêmement important. On est passé d'un travail empirique sur lequel on voyait quelques patients par-ci par-là, par des cohortes, avec des études bien plus rigoureuses et des essais cliniques qui conduisent ici, dans le cancer de la prostate, à un nombre très conséquent, pour le faire très schématique, sur lequel on va compiler ces études. On appelle ça des méta-analyses, et sur lequel, lorsqu'on compile ces études, la puissance d'effet est tout à fait significative pour dire non seulement c'est bénéfique au cours des traitements d'un cancer de la prostate, mais c'est également important lorsqu'on est sorti de la phase des traitements, que le docteur a dit que tout allait bien, et qu'ensuite il va falloir continuer à faire une activité physique suffisamment intense. C'est un élément très très important, suffisamment intense, et pas uniquement un peu de marche sur terrain plat sur lequel, grosso modo, on va continuer à avoir une fonte musculaire significative. Et aujourd'hui, on a un nombre d'études, de rapports ici, donc c'est un fonds de recherche sur le cancer mondial. Vous avez les Australiens, vous avez les Américains, vous avez ici l'INCA, vous avez ici la Haute Autorité de Santé, vous avez l'INSERM. Donc j'ai collaboré à
à ce livre qui fait 800 pages, il est téléchargeable, il est très intéressant. On a passé 3 ans à étudier plein d'études qui montrent à quel point aujourd'hui, un médecin va devoir prescrire un programme d'activité physique de façon obligatoire après un cancer ou pendant le cancer. C'est vraiment un changement tout à fait important de paradigme. Ce n'est pas le traitement, c'est le traitement plus un programme d'activité physique adapté pour amener à non seulement une meilleure qualité de vie, vous allez voir, mais également une prévention de ces récidives. Et quand on voit que la grande patronne de la santé française dit l'activité physique est extrêmement efficace, voire dans certaines pathologies plus efficace que les médicaments. En tout cas, on va dans une direction sur laquelle, effectivement, il y a des traitements, il y a la chirurgie, il y a de la radiothérapie, il y a également l'oncologie avec la chimiothérapie, mais il y a également ces perspectives de programmes d'activité physique adaptés, personnalisés. Et les impacts, ils sont aujourd'hui de mieux en mieux étudiés. Je n'aurai pas le temps de tout développer, puisqu'on m'a donné, Xavier m'a donné une vingtaine de minutes, mais pour dire non seulement sur des impacts d'effets secondaires des traitements, un programme d'activité physique va réduire des effets secondaires, notamment des neuropathies chimio-induites, va réduire le risque d'infection, notamment au cours des chirurgies, va réduire les lymphodèmes, les toxicités cardiovasculaires, la condition cardio-respiratoire va être améliorée, il y aura moins de fragilité osseuse, une sarcopénie, donc une fonte musculaire moins importante. Et de la même façon, sur le plan de la partie psychologique, si vous voulez, l'estime de soi, les fonctions cognitives, en particulier les fonctions exécutives, les symptômes anxieux, dépressifs, les douleurs, la fatigue va être diminuée, surtout, et peut-être pour certains, si vous avez été opéré ou traité, la fatigue est un effet secondaire. Eh bien, un programme d'activité physique, vous avez compris, hein, on va traiter la fatigue par un effort. C'est bizarre de traiter la fatigue par un effort. Eh bien, un effort physique bien contrôlé, bien dosé, va réduire la fatigue ressentie au cours de ces traitements et qui amène aujourd'hui des travaux tout à fait importants sur la récidive et sur lesquels on voit qu'une récidive de cancer est moins élevée parce qu'il y a un programme suffisamment dosé. Et de la même façon, il y a une survie globale qui est améliorée, 38% de risque de diminuer, si vous voulez, de décès simplement, alors à cause d'un cancer ou potentiellement à cause d'autres troubles, je vais être très, très court, mais sur lequel vraiment ces travaux deviennent convergents dans le monde entier. Faire un programme d'activité physique adapté devient un élément essentiel. Et on voit sur la survie globale plein de travaux. Vous voyez, comme tout à l'heure, on parlait du PSA, eh bien là, vous avez ceux qui font de l'activité physique suffisamment régulière, donc je vais vous dire plus précisément quel type d'activité, mais il y a une survie plus importante, et non ici sur la mortalité toute cause, mais également sur simplement sur le cancer de la prostate. Vous avez moins de risques d'autres types de mortalité du cancer de la prostate. Donc le changement important en France est arrivé par ce décret, le 1er mars 2017, tout médecin devrait, et c'est devrait, hein, pas doit, hélas, prescrire un programme d'activité physique adapté pour des personnes qui ont été traitées, et en particulier avec la nouvelle stratégie, l'idée c'est un programme d'activité physique adapté. On ne parle plus de sport, on n'est pas là pour parler de compétition, d'accord ? On parle bien d'un programme pour sa santé, et sur lequel, vous voyez, on est sur un vecteur de réduction symptomatique, une meilleure aptitude physique, ce qu'un médecin pourrait dire un état général de santé, et d'autonomie. Et évidemment, c'est aussi un élément très impactant dans le parcours de soins dès le diagnostic. Pour être très clair, et peut-être qu'on y reviendra dans la discussion, mais il faut non seulement faire de l'endurance, donc faire des efforts qui vont durer au moins 10 minutes, et au moins faire 3 séances par semaine, mais il faut également faire du renforcement musculaire. Pour plein de raisons, il ne faut pas uniquement travailler sur la fibre de marathonien, il faut également avoir du renforcement musculaire, et ça c'est un élément qui est en train d'être démontré de façon très très importante. Il faut faire l'un et l'autre, que la pratique soit individuelle ou en groupe, le résultat et les bénéfices sont les mêmes. Il faut faire au moins 2 mois et évidemment continuer avec des piqûres de rappel pour que ça puisse se mettre en œuvre.
avec la question de la régularité de ces séances. Il ne faut pas commencer au mois de mai, arrêter au mois de septembre. Non, non, il y a vraiment une question de régularité pour avoir des bénéfices. Et l'élément important, c'est cette relation dose-réponse. Plus on en fait, et mieux c'est. Donc, en gros, les 3 heures par semaine est vraiment le seuil minimal d'activité physique. Et cette activité physique doit être comptabilisée à partir d'une tranche de 10 minutes. Si vous courez après un bus, ça ne compte pas comme une activité physique adaptée. Vous êtes juste dans une réduction de la sédentarité. J'y reviendrai si vous voulez qu'on en parle. J'ai tellement de choses à vous dire. Les contre-indications. Les docteurs, il y a une quarantaine d'années, disaient attention, l'activité physique c'est dangereux, il ne faut pas trop, n'abusez pas, y compris pendant les traitements. Beaucoup de choses ont changé. Les contre-indications, il n'y en a aucune. Aucune. Il y a des précautions. Effectivement, il y a des précautions. Donc, il ne faut pas faire n'importe quoi. Il ne faut pas faire du sport de haut niveau, bien sûr. Et il y a des professionnels aujourd'hui pour ça qui ont été formés. Mais vraiment, les précautions à prendre sont très, très limitées parce qu'a priori, on peut en faire. L'essentiel, c'est encore une fois de ne pas faire de sport. Alors, je voudrais aller un petit peu plus loin parce que, évidemment, on m'a demandé beaucoup de choses en 20 minutes, mais j'essaye, mais les médecines complémentaires sont en train d'arriver de façon très très conséquente. Autant sur l'activité physique, sur les programmes d'activité physique, on a un niveau de preuve important. Autant là, on a ouvert la boîte de Pandore et tout se dit et tout se fait. Et vous avez plein de gens sérieux et des gens moins sérieux. S'il vous plaît, ne regardez pas vos médias où ces gens-là qui parfois vont dire des choses de façon générique, mais qui ne correspondent pas à votre situation à vous. Et il est important de discuter avec votre docteur de votre cas à vous, et peut-être pas d'appliquer ces grandes idées qui sont parfois bonnes, et parfois, je ne citerai pas celui qui est écrit ici, mais qui dit des choses totalement délirantes, et qui amènent à ce genre de pratique en disant, mais attendez, on a trouvé des solutions pour le cancer, vous savez, le jeûne. Hein, attention, on va jeûner pendant à peu près une semaine ou 15 jours, vous allez voir, vous allez guérir de votre cancer. Et vous avez plein d'imposteurs qui sont en train d'arriver avec de l'acupuncture, avec des plantes, avec des champignons, avec le curcuma. Tiens, voilà, et la nouvelle mode du curcuma, quelqu'un a essayé ici, désolé, et ça a un effet anti-cancer. Et vraiment, il y a même certains pharmaciens hein, qui arrive avec la grande parapharmacie qui est devant en disant vous devriez prendre cette association entre curcuma et puis tel truc parce que c'est antioxydant, etc. Et on est dans un univers sur lequel on est plus dans du business et dans du média que dans de la médecine et de la science. Mais hélas, une jeune médecin qui fait une thèse sous ma direction, qui a fouillé des réseaux sociaux de malades pour comprendre comment les malades s'échangent des informations. Et en disant, mais tu devrais essayer le curcuma, tu devrais... Et donc, le médecin n'est plus du tout au courant de ce qui se passe parce qu'effectivement, les patients se refilent 2-3 solutions en disant, disons, tu devrais aller voir ce masseur, il a l'air vraiment bien, et puis ce guérisseur a l'air de faire des choses tout à fait intéressantes, et on est en train de rentrer dans un monde de médecine parallèle que je déteste, mais qui devient très très importante, mais surtout on n'en parle pas, hein, et on n'en parle à personne. On ne sait jamais si on pouvait avoir quelques remontrances et être moins guéri. Donc, ces pratiques-là, il y a une étude qui fait polémique, mais qui est intéressante, qui dit que si on ne suit pas le traitement correctement par son oncologue, si on rentre dans des médecines complémentaires, alors le niveau de risque de décès est bien plus important aux États-Unis. Donc, ça a été une cohorte qui a été suivie. Effectivement, la durée de vie est moins importante si on prend ces médecines alternatives. D'accord ? Donc, je crois qu'il faut y faire vraiment attention. Et enfin, les autorités, ça fait 20 ans qu'on travaille sur le sujet, mais les autorités françaises ont enfin compris le sujet et donc commencent à dire depuis 2011, il faudrait vraiment travailler dessus. Mais c'était juste un rapport qui disait qu'il faudrait prescrire des thérapeutiques non médicamenteuses validées, mais on ne va pas très loin. Et enfin, la stratégie 2018-2022, ça y est, on y est. On va devoir soutenir le développement et encourager l'évaluation des interventions non médicamenteuses. Le mot consacré aujourd'hui, ce sont non pas des médecines alternatives, non pas des médecines douces, mais des interventions non médicamenteuses, donc des stratégies qui sont fondées sur la science, qui vont avoir un impact complémentaire au traitement, notamment de la prostate, et sur lequel on va avoir des données de plus en plus sérieuses. Et vous voyez, on a essayé de les identifier dans la plateforme CEPS. Vous en avez peut-être entendu parler de l'art-thérapie, des programmes d'éducation pour la santé. On va parler d'éducation thérapeutique. Peut-être qu'un programme
programme avec la prostate géante, c'est aussi un programme d'éducation thérapeutique. Vous avez peut-être entendu parler de mindfulness, donc des programmes de méditation spécifiques pour réduire le stress. Vous avez entendu parler peut-être de l'hypnose, il y a des pratiques d'hypnose intéressantes. Les programmes d'activité physique adaptée, vous voyez, je vous ai décrit un petit programme ici. Des programmes de physiothérapie, de thérapie manuelle, le thermalisme, des compléments alimentaires, les thérapies nutritionnelles, des objets connectés santé, les thérapies par le jeu vidéo, les thérapies par la réalité virtuelle, des objets ergonomiques, de la phytothérapie. Bon, il y a évidemment beaucoup de choses. Ce matin, j'allume la radio et donc il y a un journaliste qui parle de l'article du Monde où on va parler de la luminothérapie. Sur la dépression. Donc on voit à quel point ces pratiques sont en train de se développer, mais encore une fois, il faut être prudent parce qu'il y a beaucoup, dans le cancer en particulier, de non-science et avec des dérives, mais il est évident que dans les centres de soins de support et dans les centres anti-cancer, il va y avoir des bénéfices à associer un certain nombre de programmes. Ici, peut-être des régimes thérapeutiques spécifiques, des programmes d'éducation thérapeutique, des compléments alimentaires, etc. Donc, on voit que ces éléments-là vont devenir importants, y compris pour le cancer de la prostate. Et on voit que ces pratiques se développent dans les plus grands centres mondiaux. Donc, ici, au MD Anderson, donc au Texas, il y a vraiment un centre sur lequel on fait rentrer ces thérapies complémentaires. Ici, un de mes étudiants est allé à Sydney pour discuter avec eux et voir comment l'offre est organisée. Et il y a effectivement une offre spécifique et les mutuelles s'intéressent également à ça. Et pareil à Edmonton, chez mon ami Craig Tourneya. Ce qui est évident, c'est que qu'on le veuille ou non, je pense que ce schéma résume aussi l'envie des patients, c'est que il y a un mois et demi, c'était le 25, je vais y arriver, le 25 septembre, il y avait un congrès à l'Académie de médecine et un grand professeur qui s'appelle Daniel Loisance, qui est membre de l'Académie de médecine, disait « On n'a jamais aussi bien traité aujourd'hui les malades par des technologies absolument remarquables, mais pourtant il y a beaucoup d'insatisfaction de la part des patients, de la part des soignants, etc. » Et il est évident qu'il y a un véritable besoin d'avoir un retour à des solutions de santé humaines et humanistes, et donc ça va être l'un avec l'autre, la technologie, mais également des interventions non médicamenteuses. Je vais passer vite, j'ai été un petit peu long, mais je voulais vous dire à quel point, dans mon domaine, personne n'est expert, et c'est bien un travail de longue haleine d'arriver à faire ce que dans la cancérologie, on a pu faire depuis 40 ans, 50 ans, d'avoir des études bien plus spécifiques pour montrer en quoi certaines solutions sont meilleures que d'autres, et on a un travail tout à fait considérable à faire, et j'espère que d'une façon ou d'une autre, vous y contribuerez, parce que les patients ont aussi à dire ce qu'ils prennent, comment, ce qui marche pas, et pour arriver à des études bien plus rigoureuses. Et pour celles et ceux qui le veulent, sachez que voilà, j'ai écrit un livre en 2019 là, qui vient de sortir sur les interventions non médicamenteuses, en disant qu'il faut sortir de ce machin-là qui s'appelle des médecines alternatives ou des médecines complémentaires, des trucs totalement délirants, pour rentrer vraiment dans des approches interventions non médicamenteuses fondées sur la science. Merci de votre attention. Vous pouvez finalement faire apparaître le business qui tourne autour du cancer, qui est une maladie qui rapporte beaucoup d'argent à certains laboratoires également. Et pour toi, la haute autorité ne facilite pas la prévention, parce que finalement, pourquoi devient-on malade? Parce que ce que vous avez dit sur l'activité physique, elle n'est pas tellement prescrite en France au niveau même, je dirais, de l'éducation nationale, bien sûr, hein, où on a surtout la tête bien faite, pas toujours le corps. Non, mais voilà, donc l'alimentation, c'est pareil, tout le monde ne peut pas bien se nourrir, parce que ça coûte cher aussi. Ça coûte plus cher que de se vêtir parfois. Et donc, le gros problème, c'est aussi la prévention, parce que ce que vous dites est très intéressant. Mais avant, qu'est-ce que se passe-t-il? Alors, deux choses. La première, c'est qu'il est plus facile de faire des études chez les malades, puisqu'on va faire des études cliniques, qu'en prévention, qui est un message général. Donc, ces études cliniques nous montrent à quel point cette prévention
chez les personnes qui étaient très malades, en fait, sur lesquelles on a des bénéfices. Et on est un peu comme, tout à l'heure, ça a été évoqué sur le cancer de la prostate, plus tôt on prend ces cancers, et les plus on les guérit, on améliore le risque, on diminue le risque de récidive de cancer, etc. C'est un peu la même chose dans notre domaine. On a commencé par les plus malades, et en montrant que c'est efficace, et on est en train de remonter tout doucement. La deuxième raison, c'est qu'on a eu un pays de l'univers de la médecine qui a été fondé sur les militaires, dont le but était de restaurer et de réparer les individus, et donc de faire strictement, pour être très limité, que sur du curatif. Et tout a été basé, et c'est extrêmement important, sur une médecine d'urgence pour sauver des vies, et en même temps pour faire des traitements extrêmement importants. Et il fallait faire ça au siècle dernier. C'était indispensable. Et on l'a très bien fait. Le seul problème, c'est qu'on a laissé de côté tout un pan, et vous avez absolument raison, du care, au sens du soin, et encore plus de la prévention, sur lequel un ministre, et tous les ministres qui sont passés, hein, vraiment de la santé, ont dit la seule solution pour faire la prévention, c'est simple, je fais de la pub à la télé. Et j'ai juste à dire, vous ne devez pas fumer, vous ne devez pas boire, vous devez faire l'activité physique, et les facteurs de risque, on les connaît. Mais la réalité d'un ministère de la Santé qui dit, j'ai juste proposé quelques pubs à la télé et ça va me suffire, mais effectivement ne fait pas changer les comportements, parce qu'il y a des enjeux économiques et sur lesquels vous voyez vos jeunes générations, les jeunes filles entre 15 et 25 ans, n'ont jamais été aussi sédentaires, d'après une étude, là, n'ont jamais été aussi sédentaires. Mais vous avez plein de solutions aujourd'hui. Vous avez plus de trottinettes, vous avez des trottinettes électriques, vous avez vu les gyroroues, vous avez plein de choses pour être extrêmement... Vous avez des jeux vidéo et des écrans en permanence. C'est-à-dire que ce monde-là, et effectivement le monde d'hier, et donc de passer d'un changement paradigmatique de on fait du cure, c'est important de faire du curatif, mais il faut faire également du préventif, de gens pas malades et de gens qui commencent à être malades, fait que c'est une transformation de notre modèle de santé. C'est la raison pour laquelle les mutuelles sont aussi appelées à la rescousse en disant il y a peut-être des solutions à inventer, et que la prévention, ce n'est pas une méthode générique, c'est pas vrai, c'est une méthode qui va être personnalisée, et en fonction de votre contexte de vie, en fonction de votre niveau social, il y a peut-être des aides complémentaires à avoir, et donc on est en train de penser à plein de choses. On était hier dans notre plateforme qui regroupe des patients, qui regroupe des médecins, des cliniciens, qui regroupe des chercheurs et des décideurs. Il y avait l'ancien directeur adjoint de la CARSAT en disant mais Grégory, tu te rends compte, on arrive à avoir des réductions d'impôts pour sa maison si on fait un toit plus isolé, si on met du double vitrage, mais par contre, il n'y a aucune réduction d'impôts si éventuellement on va avoir des actions en faveur de sa propre santé. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas imaginer des solutions sur lesquelles il faudrait aussi peut-être se prendre en main d'une autre façon. Et on a été, pour plein de raisons, nous les Français au sens large, déresponsabilisés en disant on va trouver la pilule magique, on va trouver le gène magique qui va nous guérir. La réalité, c'est qu'on est dans un monde épigénétique. Je pourrais faire très très court là-dessus. Une étude suédoise. Ils ont tiré au sort pour entraîner juste un faisceau musculaire, en fait, qu'une cuisse sur deux. Ils ont tiré au sort. Ils ont mesuré le patrimoine épigénétique au bout de 3 mois de programme d'activité physique. Les marqueurs épigénétiques, 5000 marqueurs épigénétiques d'une cuisse entraînée ont été modifiés en 3 mois. Donc on a plein de ressources, entre guillemets, pour pouvoir potentiellement améliorer notre santé, mais la réalité, c'est que c'est vrai que c'est plus facile dans son fauteuil et de regarder la télé en espérant que ça arrive. Donc on est un peu tous responsables. Oui, vous avez parlé du côté négatif de la sédentarité. Oui. Et vous avez fait un parallèle entre il y a 50 ou 100 ans et aujourd'hui, on bouge moins. Oui. Mais par rapport à il y a 50 ou 100 ans, l'espérance de vie oui. était courte, et donc il y avait des maladies comme le cancer de la prostate qui n'avaient question. pas le temps d'apparaître. Très bonne question. Et aujourd'hui, on vit au-delà de 90 ans, donc ces pathologies liées vraiment à la vieillesse apparaissent. Est-ce que c'est la sédentarité vraiment alors qu'avant, ils faisaient 25 km ou 50 km par jour, oui. plutôt 25 quand même, oui. mais ils n'avaient pas le temps d'atteindre l'âge de ces maladies. C'est juste. On a eu 2-3 guerres par-ci par-là quand même. Qui ont blessé aussi. Il faut le dire. Il faut dire que les progrès sur la natalité, hein, lorsqu'on parle de l'espérance de vie, on parle aussi de natalité. Hein, donc les progrès, lorsqu'on voit
Une maman anglaise, une des reines anglaises, a fait 17 grossesses pour avoir 2 enfants. Donc c'est vrai qu'il y a plein de progrès médicaux qui ont été faits, plein de progrès sur l'hygiène également, plein de progrès thérapeutiques indiscutables. C'est-à-dire que ces progrès thérapeutiques sont indiscutables. Mais factuellement, la preuve aujourd'hui que la sédentarité amène des pathologies, et je voudrais vraiment insister là-dessus, il y a le temps de sédentarité quotidien. En gros, il faudrait être actif, si possible, ne pas rester assis trop longtemps, pas plus de 2 heures, etc. Donc, il y a plein de recommandations qui disent qu'il faut être actif d'un côté. Donc, être actif, c'est un élément important. Mais il faut aussi faire des programmes d'activité physique adaptée qui nous sortent de notre zone de confort. Ce qui est important, c'est de dire, leur théoricien va dire, vous avez un peu à marcher. Et ce qu'on constate, nous, lorsqu'on a fait des études avec des actimètres, on a mis des accéléromètres dans les poches pour voir comment les patients fonctionnaient. En fait, ils marchent sur un terrain plat et très lentement. Ce qui fait que vous n'allez jamais au-delà de votre zone de confort. Et donc, vous ne progressez pas. Et le fait de ne pas progresser amène une fragilité musculaire, paradoxalement, même si vous pensez actif. D'accord? Mais non, mais moi, je bouge tout le temps. Ah oui, mais je suis tout le temps actif. Je bouge. Mais en fait, je continue à être sédentaire. D'accord? La position assise comme ça est une position de sédentarité. D'accord? Et donc, tout l'enjeu est de dire, dans la prévalence et la lutte contre la sédentarité, il faut être le plus actif possible au quotidien, mais en même temps, il faut faire ces programmes d'activité physique adaptée. Et plus on vieillit en âge, et plus des programmes vont être ciblés et sur lesquels il faut aller parfois un peu chercher au-delà de sa zone de confort pour progresser. Et je ne vous parle même pas d'alimentation, donc il faudra peut-être qu'on parle aussi. Bien, merci. Oui. Irez-vous jusqu'à dire que si on reprend un programme d'anti-sédentarité, on a un risque de ralentir l'évolution de la maladie? Je l'ai, j'espère, montré, démontré, et je vous demande, s'il vous plaît, de chercher et de télécharger ce bouquin qui est gratuit, sur lequel toutes les preuves aujourd'hui sont là pour dire à quel point le problème va être de la différence entre votre situation et ce qui est une statistique. J'ai toute confiance à dire qu'aujourd'hui, un programme d'activité physique prévient une récidive de cancer de façon significative. 38% de risque de moins d'un nouveau cancer. C'est pas ça que je pose comme question. Je pose comme question, Oui. Si le fait d'avoir déjà le cancer de la prostate et de repartir dans un cycle d'anti-sédentarité, on arrête la maladie. Ce que je vous ai dit, c'est que vous avez une progression de la maladie moins longue et sur lequel votre état de santé est meilleur. Le lien, et je ne l'ai jamais fait, y a-t-il un lien direct entre l'activité physique et la tumeur? Aujourd'hui, la réponse est point d'interrogation. Donc, est-ce qu'un programme d'activité physique a un effet anti-cancer? Il y a des faisceaux dans ce livre d'hypothèses qui ont l'air de le dire, mais en tant que scientifique, je n'ai pas le droit de le dire. Ce n'est pas une chimiothérapie, ce n'est pas une chirurgie. Donc non, un programme d'activité physique n'est pas un traitement en première intention, mais bien un traitement complémentaire, et j'insiste bien, complémentaire, qui amène un état de santé favorable, qui potentiellement peut avoir un lien avec la tumeur, mais je ne vais pas jusqu'à là. Ce n'est pas un traitement antitumoral, c'est extrêmement important. À ce jour, de l'état des connaissances. Mais manifestement, il y a un certain nombre de faisceaux d'intérêt qui disent que c'est un traitement complémentaire aujourd'hui indispensable parce que manifestement, on est en train de montrer des choses positives. Donc, nous faisons actuellement une étude mondiale sur un autre cancer, le cancer du côlon, sur lequel on essaye de montrer si effectivement avec de la biologie, sur une étude qui est en Australie, au Canada, en Angleterre, en Allemagne, donc plein de patients contribuent à ça pour dire que potentiellement, il y aurait ce lien-là. Mais à ce jour, non. Non, ce jour, non. Je suis clair? Ouais. C'est quand même démontré qu'il y a un gain sur la qualité de vie et il y a un gain sur la quantité de vie à mettre en
Complètement. Ça, c'est dit depuis très longtemps. On parlait de prévention. La prévention, pareil, la Ligue le dit depuis très longtemps. Il y a une nécessité, malgré tout, pour chacun de s'investir là-dedans. Il y a d'efforts à faire. Oui. Quelles que soient les choses, l'effort, c'est vrai que ça rebute, surtout à des âges jeunes, où on vous dit que c'est pour un gain qui va se produire à 50, 60, 70 ans, selon les maladies qui peuvent survenir. Donc, les démonstrations sur le fait que la nutrition apportait, que l'effort physique apportait, elles sont manifestes depuis des analyses de grands groupes très anciennes. Ce qui est fait maintenant, c'est la mise en forme. Et le fait que les groupes s'organisent pour produire une activité qui vous soit accessible et que vous puissiez après rentrer là-dedans. C'est plus facile de le faire à plusieurs que de pouvoir le faire seul. Il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte parce qu'on intègre ces groupes et qu'on s'y met de façon efficace. Le gain, il est certain. La raison, le pourquoi, le comment, est-ce que c'est l'immunothérapie qui progresse, il y a tout un tas de choses qui interviennent. On ne sait pas encore pourquoi toujours, mais c'est sûr que ça va être démontré dans les années à venir. Et je pense que l'élément important, c'est de pouvoir dire à quel point on va avoir plusieurs faisceaux et qu'il vaut mieux utiliser le maximum de solutions pour que la maladie ne progresse pas et que manifestement, il vaut mieux en faire plutôt que pas en faire. On en est là. Mais vraiment, aujourd'hui, la prescription de ces pratiques, elle est essentielle. Une étude vient de démontrer aujourd'hui pour des Américains à 50 ans, l'espérance de vie à 50 ans pour une femme, 14 ans de plus à partir de 50 ans, si activité physique au moins 3 fois par semaine, pas de tabac, réduction de la consommation d'alcool à 1 verre par jour maximum, et il m'en manque un, alimentation entre guillemets avec des végétaux, etc. 14 ans d'espérance. Et pour les hommes, 12 ans d'espérance de vie à 50 ans, hein, s'ils se mettent à le faire. C'est impressionnant. C'est-à-dire qu'on a vraiment là des solutions en nous. Voilà. Par contre, le lien avec l'antitumeur, on facilite en tout cas la vie, c'est sûr, la quantité de vie que vous avez la résumé. C'est évident qu'il y ait que la quantité. Est-ce que vous... Non, allez-y. Oui, ce n'est peut-être pas votre sujet, je m'en excuse, mais le rôle de l'hérédité. Par exemple, moi, je suis issu d'une famille où mon père avait un cancer de la prostate, oui. mes frères aussi, oui. et moi aussi. Oui. Alors moi, j'ai fait beaucoup de sport, j'ai fait attention à tout, tous mes frères font plus de 100 kilos, ainsi oui. de suite. Donc, c'est l'hérédité, pourtant j'essaie de faire attention. Je ne suis pas passé au travers. Le docteur Segui l'a très bien dit. Il y a, pas là, malheureusement. Dans des cancers de la prostate, vraiment, on a tiré au sort et là, c'est effectivement, il y a des pathologies. On l'a tous, hein, famille. Voilà, c'est-à-dire qu'on a une sensibilité génétique et ça, on ne pourra rien y faire. C'est comme le cancer d'Angelina Jolie. C'est vraiment pas de chance, effectivement, ça arrive. Par contre, plus, moi, ce dont je parle, c'est que plus on avance en âge, et plus, entre guillemets, l'épigénétique, l'environnement et nos comportements vont compter sur notre santé. C'est ce que j'ai voulu vous dire. Et en disant, là, nos comportements vont avoir un rôle majeur sur l'arrivée d'une pathologie. Et même si la pathologie arrive, l'étude sur les centenaires a été magnifique là-dessus, en montrant que même si on pouvait avoir parfois un cancer, etc., et plein de pathologies, une fois qu'elles ont été traitées, finalement, il y a des centenaires qui sont extrêmement forts. Et peut-être que, hélas, peut-être que vos frères vont avoir d'autres types de pathologies, comme le diabète de type 2. Et donc, qu'ils ont déjà. Ah, qu'ils ont déjà. Voilà. Donc, qu'ils ont déjà. Monsieur S'il vous plaît. À moins que... Je vous en prie. Dans le cas de cancer de prostate, consommation de l'alcool. Il n'y a pas de lien entre alcool et prostate. On parlait de prévention secondaire, prévention tertiaire. Sachez que la prévention primaire du cancer de prostate est possible. C'est la castration des zones jeunes avant la puberté. Vous comprenez qu'on ne peut pas en pour l'instant. Je vous remercie. C'est pas prouvé. Donc, pour ce topo, je vous propose de poursuivre la discussion et de mettre en œuvre les préceptes qui viennent de nous dire. Vous allez vous déplacer à pied. Ici, je fais un constat. Moi, je vais faire un post café. Vous pourrez continuer la discussion. Merci beaucoup. Merci. Merci. Bon, bah, c'est délicat. Alors,